Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Encore un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Café Débat. Vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. La Guinée au cœur du débat électoral. Évidemment, vous le savez, pendant que nous sommes à quelques jours du double scrutin du 1er mars, le dimanche prochain, c'est-à-dire élection législative couplée au référendum constitutionnel, il y a du rebondissement dans le débat relatif notamment à la CENI, au processus électoral. Évidemment, la dernière info en date, c'est la décision de l'OIF de se retirer du processus électoral, ce qui fait le chou gras, bien sûr, de ceux-là qui se sont retirés du processus, c'est-à-dire les partis politiques de l'opposition et qui se disent être confortés par cette opposition de l'OIF. Qu'en est-il de la CENI, la position de la CENI, la version de la CENI sur ce sujet? C'est pour cette raison que nous donnons la parole au président de la CENI, Maître Salifou Kébé, qui, au-delà de ce sujet, nous dira si tout se déroule très bien à quelques 72 heures tout au moins du 1er mars, qui nous reçoit ici dans son bureau une fois encore. Monsieur le Président, merci de nous recevoir ici. C'est moi qui vous remercie. Merci de la disponibilité. D'abord, quelques questions de curiosité pour commencer. Ces 48 dernières heures, on a vu sur la toile, sur Facebook, les gens partager des causeries qu'on vous prête à vous et certains commissaires de la CENI sur un groupe WhatsApp qu'on appelle WhatsApp référendum, n'est-ce pas? Où on parle de rentrer dans le gouvernement, on est sécurisé, tout ça. Est-ce que vous avez eu vent de ces rumeurs? Est-ce que vous avez vu ces causeries? J'ai vu ça dans la presse. J'avoue que je suis complètement étranger à tout ça. Tout ce que je fais, tout ce qu'on fait à la CENI avec les commissaires, on le fait avec la clarté la plus absolue parce que y a une loi qui nous couvre. La loi nous couvre dans tout ce que nous faisons. Donc je ne vois pas pourquoi je vais me cacher derrière un groupe WhatsApp. C'est des inventions, Chacun sait maintenant manipuler à travers les appareils, les logiciels pour créer des faux comptes. Mais, et ni moi ni mes collègues. Par contre, il y a quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux, initié par des cadres de l'UFDG, qui est extraordinairement dangereux, qui est malheureux, qui donne nos numéros de téléphone personnels à des militants, à des sympathisants, pour qu'ils nous insultent, père et mère. C'est ce qui se passe maintenant. C'est ce qui se passe maintenant. Et ces personnes-là sont identifiées, c'est des cadres de l'UFDG, à l'intérieur de la Guinée comme à l'extérieur. Ça, ce n'est pas de la politique. D'accord. Donc ça veut dire que... Ça sort carrément du cadre de la politique. Et c'est là, je demande aujourd'hui, solennellement, aux dirigeants de l'UFDG, de demander d'arrêter ça. C'est des pères de famille, des mères de famille, qu'on injurie nuit et jour pour des raisons inconnues et qu'on jette en pâture à la vindicte populaire. Cela, ce n'est pas de la politique. Donc en retour, est-ce que vous êtes en train de poursuivre ces gens-là? Ils sont identifiés? Nous avons déjà saisi la police judiciaire. Les enquêtes sont en cours. Nous avons identifié un certain nombre de personnes qui sont résidents à l'étranger, à l'extérieur de la Guinée, dans la sous-région en Belgique et en France. Nous continuons les investigations. D'autres sont à connaître. Il y a des personnes innocentes qui ne savent même pas de ce qu'il faut, qui continuent à appeler et à envoyer des messages pour insulter les gens. Bien. Les commissaires. Et on cible effectivement les 10 commissaires qui continuent à travailler à la CENI, hormis les 7 commissaires qui se sont retirés du processus. Cela n'est pas... On ne peut pas dire qu'on fait de la politique en ce moment. Bien. Ça, c'est alors en ce moment une Mais en ce grave qui concerne le compte WhatsApp, je n'ai rien à voir avec ça. Donc c'est un faux compte WhatsApp, c'est une fausse causerie. C'est une fausse causerie, comme on a l'habitude de voir partout dans le monde. Les gens ils s'amusent à faire de n'importe quoi. Mais ça, c'est pas Salif Kébé. Voilà. Tout ce que j'ai à dire, je le dirai clairement et de façon sans équivoque. Bien. Voilà. Au moins ça c'est déjà clair, le compte WhatsApp qui circule n'est pas vrai. Et puis l'autre question de curiosité, c'est ces cas de rumeurs qui ont toujours couru pour une deuxième fois au moins autour de Innovatrix. Les 48 dernières heures aussi, on a vu des infos relatives au supposé retrait d'Innovatrix du processus.
sauf qu'après, je crois qu'ils sont rétractés, enfin, en tout cas, ils ont précisé pour dire qu'ils restent dans le processus. Est-ce qu'avec Innovatrix, il y a plus ou moins de problèmes qui amèneraient certains à faire fuiter ces infos sur leur éventuel retrait, ou est-ce qu'il n'y a aucun problème avec Innovatrix? Oui, les pêcheurs en eau trouble ont un tout intérêt à faire croire que Innovatrix va se retirer. Innovatrix est sous contrat avec la CENI jusqu'à la fin du processus. Nous les payons pour ça. Ils ont fait leur rôle, nous sommes en train de jouer notre rôle. Je ne vois pas pourquoi ils vont se retirer pour quelque question que ce soit. Parce que le contrat court jusqu'au scrutin. Jusqu'au scrutin. Parce que c'est eux qui doivent s'occuper des machines, de Normalement, tout ce qui est... si je ne me trompe, le contrat court jusqu'au 27 mars. 27 mars, oui. Après la formation et le transfert de technologie à nos ingénieurs informaticiens. Voilà. Et puis... Ça également, c'est faux. C'est faux. L'Innovatrix ne s'est pas du tout retiré du processus. En parlant toujours de retrait, c'est maintenant l'info qui a plus fait parler ces derniers temps, qui a fait couler beaucoup d'encre de salive, c'est le retrait de l'OIF, qui, depuis justement l'arrivée de la mission, était aux côtés de la CENI, qui travaillait en commission technique et opérationnelle sur le terrain, jusque ces dernières heures, a décidé de quitter le processus électoral en arguant justement que malgré qu'ils ont fait remarquer qu'il existe au moins 2 millions et quelques d'électeurs problématiques qui doivent être enlevés, extraits du fichier s'ils ne viennent pas devant les machines, que ces personnes existent dans le fichier avec des anomalies qui varient entre les cas de décès non déclarés, des empreintes qui sont anormales et d'autres cas d'anomalies. La question, quelle est la source de ces 2 millions et quelques d'électeurs problématiques dont l'OIF parle? Merci, Ouri. D'abord, ça m'étonne qu'on parle de retrait de l'OIF, du processus électoral guinéen. Retrait qui intervient après la consolidation de la base de données, après la génération des listes électorales, après l'impression et la distribution des cartes d'électeurs qui continue. L'OIF vient nous trouver pour dire nous démissionnons, nous partons. Je ne comprends pas ce retrait, d'autant plus que ce n'est pas une mission d'audit, c'est une mission d'assistance. Et d'appui. Appui technique, qui s'est très bien réalisé d'ailleurs. Les experts qui ont été mis à la disposition de la CENI sont vraiment des experts de haut niveau, qui ont rehaussé notre niveau de compréhension et de travail au niveau du site central. Ça, c'est bien déroulé. Les experts ont fini leur travail. Ils sont rentrés il y a plus de 2 semaines. Avant le fameux communiqué de la... D'accord, les experts de l'OIF. L'OIF ont fini leur travail, nous avons fait une collation, ils sont rentrés. D'accord. Donc j'ai l'impression que les politiques ont pris le relais. Les experts ont travaillé, ils ont produit un rapport. Donc j'ai reçu le draft. Normalement, l'OIF avait prévu la remise officielle du rapport le 21, vendredi 21 passé. Avril. D'accord. Février là. 21 février passé. À moi de solliciter de l'OIF de reporter cette remise-là au 16 mars, compte tenu du volume de travail que nous avons et de l'occupation des commissaires. Voilà en réalité ce qui s'est passé. Donc ils ont fini tout leur travail technique, toute la collaboration qu'il y avait entre les cartes ont été générées et imprimées, les listes ont été générées et imprimées. C'est au moment où nous envoyons ces listes-là sur le terrain qu'on nous parle d'un retrait de l'OIF. Je me demande bien. Donc dans la forme, vous ne comprenez pas. En tant que technicien, je me demande bien, il s'agit de quel retrait? Donc moi je pense que la mission de l'OIF, la mission technique, a été réalisée à 100%. Là, ils ne se sont pas retirés. La question ou la mission politique que les bureaucrates de l'OIF ou les politiciens de l'OIF avaient à mener à Conakry, c'est ceux-là qui se sont retirés du processus électoral. D'accord. Sinon, les techniciens, ils ont fait leur boulot. Ils ont fait leur boulot, ils ont fini, ils sont rentrés dans leur pays.
Et donc, ils ont parlé de ces 2 millions-là. C'est ces 2 millions de personnes qui font débat. 490 électeurs. D'abord, je prends le communiqué de l'OIF, des contre-vérités. On nous dit que ces 2 490 000 électeurs étaient signalés depuis le rapport d'audit de 2018. Ce qui est extraordinairement faux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dans le rapport d'audit de 2018, de façon inédite, il a été demandé à la CENI que chaque personne qui viendra s'enrôler puisse laisser scanner le document administratif qu'il a permis de s'enrôler. Si c'est une carte d'identité, si c'est un passeport, si c'est une carte militaire, qu'il puisse venir, qu'on scanne le document, qu'on lit à son document dans la base. Il a été demandé que chaque électeur qui se trouvait dans la base, c'est-à-dire les 6 042 000 et quelques électeurs, puisse repasser devant l'agent recenseur. En 2019, là. En 2019. Maintenant, il y a un chiffre qui émerge entre ceux qui se sont présentés, qui sont 5 500 000 électeurs, sur les 6 42 000, et d'autres personnes qui ne se sont pas présentées ou qui sont nouvellement enregistrées, mais qui n'ont pas pu produire de documents documents scannés. Donc, l'OIF, dans son communiqué, fait croire que ces personnes-là avaient été signalées en 2018, ce qui n'est pas vrai. C'est la révision des listes en 2019 qui les a créées. D'accord. Ils sont un nombre résiduel qui est émergé entre les personnes existant dans la base qui se sont présentées et ceux qui ne se sont pas présentés. Y compris ceux qui sont décédés non déclarés. Ceux qui sont décédés non déclarés. Et ceux qui ne sont pas passés physiquement devant les machines. C'est ce qui s'élève un peu à ces 2 millions. Ce montant-là, c'est la première fois que ce montant-là sort dans les rapports. Et nous, avec les techniciens, nous avons partagé pour dire oui, il est question d'aller devant la classe politique pour exposer sur les 2 490 000 électeurs. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que parce qu'ils se sont appuyés sur leur rapport. Hein. Il y a une recommandation, du rapport d'audit qui demandait à ce que la loi change. La loi électorale change pour permettre à la CENI de pouvoir radier ces gens-là. Mais la loi est allée à l'Assemblée. On sait ceux qui se sont opposés à ce que cette loi change. En tout cas, les députés ne se sont pas entendus là-dessus. Donc la loi n'a pas changé. Si la loi n'a pas changé, en conséquence, vous ne pouvez pas les enlever. Nous ne pouvons pas changer, nous ne pouvons pas radier une personne qui, au demeurant, n'est pas condamnée, n'est pas décédée, ne s'est pas retirée du processus électoral, comme le font certains. Mais on n'a aucune raison. Déjà, pour une personne décédée, la loi nous demande de saisir le tribunal de son ressort pour que le tribunal nous autorise à la radier. À plus forte raison, des personnes qui vivent, qui existent, mais qui refusent de venir parce qu'ils n'ont aucun problème. Si la loi ne nous dote pas expressement, on ne peut pas le radier. Vous serez dans un délit. Mais justement, il était question qu'on revienne devant la classe politique pour débattre de ces 2 400 000 électeurs. Et mais donc, dans le communiqué de l'OIF, je reviens encore, ils font croire que ces personnes-là, ils nous ont signalé lors de la remise du rapport. Il n'y a jamais eu de remise de rapport officiel. Donc l'OIF n'a jamais eu de remise officielle de rapport. C'est mentionné noir sur blanc. Sur le constat de ces insuffisances qui persistent et qui ont été particulièrement signalées à la commission électorale lors de la récente remise du rapport de mission. Mais c'est pas vrai. Ce rapport ne vous a pas été remis? À aucun moment. Officiellement. Et la remise officielle, je le dis encore, sous le contrôle de M. Koulibaly, sous le contrôle de la dame, la djiboutienne qui représente l'OIF en Guinée,
Ce rapport aurait dû faire l'objet de présentation le 16 mars. Selon ce que vous leur avez demandé. Sur la demande de la CENI, le 16 mars, ce rapport fera l'objet de remise officielle. Donc avant même ce rendez-vous? Quand bien même que nous avons reçu des drafts du rapport, contre lequel nous n'avons rien à dire. Parce que techniquement, les gens ont travaillé, ils ont sorti les avantages, les tares du fichier électoral guinéen. Mais là, c'est politique. Bien. Donc, en termes de crédibilité, évidemment, puisque j'ai dit que ça fait le chou gras de ceux qui, jusque-là, continuent à dénoncer, à critiquer ce fichier électoral, le processus entier, ce retrait porterait un discrédit sur le processus électoral. Est-ce que tel est le cas? Est-ce que vous reconnaissez ça ou est-ce que ça ne fait absolument rien à la crédibilité, tout au moins, de ce qu'il y a de normal dans le processus et dans le fichier? Vous allez répondre à cette question tout à l'heure. Le temps d'observer une petite pause. Derrière, on se retrouve pour continuer notre émission. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. L'invité du jour, c'est Maître Salifou Kébé, j'allais dire, président de la CENI. Et vous le savez, nous sommes à quelques jours du double scrutin du 1er mars, référendum constitutionnel, élection législative. L'opposition politique à travers l'UFDG et bien d'autres partis qui sont retirés continue à dénoncer ce processus. L'OIF qui se retire et qui fait débat dans la cité, vous avez entendu les précisions du président de la CENI. On va rester encore un tout petit peu là-dessus. Ces chiffres-là, est-ce que ces 2 millions et quelques font partie des 7 millions et quelques d'électeurs après tout assainissement du fichier récemment, dont les chiffres finaux ont été sortis, de 8 millions on est descendu à 7 millions et quelques. Est-ce que ces 2 millions-là font partie de cela? C'est ce que l'OIF voulait qu'on enlève, qu'on retire. En fait, les 2 490 000 personnes font partie des 7 700 000 électeurs que nous avons retenus dans la base comme étant propres à voter. L'OIF n'a pas demandé expressément, et pas jusqu'à ce jour, que ces personnes-là soient retirées. En disant que c'est des électeurs problématiques, c'est de façon insidieuse que l'OIF a glissé pour mettre de l'eau propre sur le fichier guinéen. Sinon, il y a une explication. C'est des personnes qui sont dans la base, mais qui ne sont pas présentées devant l'agent de recensement. Et comme vous l'avez dit, la loi ne vous autorise pas à les enlever. Eux et nous, on s'était entendus là-dessus. Eux et nous, on savait qu'il fallait revenir devant la classe politique parce qu'il n'y a pas de consensus légal, il n'y a pas de loi qui nous permet de le faire. Bien. Donc, il fallait venir devant la classe politique pour présenter cette situation. À tout moment, nous avons présenté les statistiques. À chaque évolution, nous avons présenté les statistiques. Bien. Dans le rapport, nous, on aurait organisé des séminaires d'appropriation pour savoir avec la classe politique et les techniciens qu'est-ce qu'il faut faire pour retrouver et faire venir ces 2 490 000 électeurs. Donc, parce que la loi n'a pas changé entre-temps par le fait que les députés ne se sont pas entendus là-dessus, vous ne pouvez pas les écraser. Est-ce que c'est pour ça qu'on a vu par exemple un certain feu Jean-Marie Doré dont la carte a été générée, parce que ça fait débat dans la cité, on dit même Jean-Marie a sa carte. C'est un exemple de dire que... Non, mais ils ont raison de le dire. Mais légalement, on ne peut pas biffer Jean-Marie Doré de la base de données. Même si moi, Kébé, je sais que Jean-Marie est décédé, l'ancien Premier ministre est décédé, je n'ai pas le droit légalement de l'enlever dans la base. Parce que cette loi-là devait... Si la famille de Jean-Marie l'avait annoncé quand nous avons envoyé les fiches individuelles d'identification des électeurs pour mettre devant son nom décédé, on l'aurait enlevé. De cette façon, on a enlevé 167 000 personnes qui ont été déclarées décédées. Mais d'autres demeurent encore. Malheureusement, notre pays ne détient pas de fichiers d'état civil sur lesquels on peut se baser pour éliminer les gens. La loi électorale ne nous permet pas, nous, CENI, de déclarer quelqu'un comme ça décédé et de l'enlever dans la base de données. Bien. Donc, comprenez qu'à chaque fois qu'il fallait radier une personne, il fallait saisir les juridictions. Bien. Mais quand une personne
on n'a aucune information légale, on n'a aucune information de la famille pour dire, ou des autorités locales, ou de la CENI locale pour dire que telle personne est décédée, on n'a aucun droit de le faire. Alors, ces 2 millions de personnes dites problématiques, si vous écoutez le discours de ceux qui contestent le processus, le fichier, ils se disent que ces 2 millions de personnes sont concentrées dans une zone politique qui ne pourrait bénéficier, profiter que, par exemple, au parti au pouvoir. C'est pour vous dire qu'ils ne connaissent pas le fichier. Ils en parlent, mais ils ne savent pas. Ces personnes-là sont disséminées sur tout l'étendue du territoire national. Ces personnes sont partout. Ils sont partout en Guinée. Le gros lot se trouve à Conakry. Si certains pensent que dans ces 2 millions de personnes, on ne peut les retrouver qu'à Kankan, à Sigiri et autres, ce n'est pas vrai. Dans la région de Kankan, ils sont 300 et quelques mille. Dans la région de Zérekore, ils sont 300 et quelques mille. Dans la région de Conakry, zone spéciale de Conakry, ils sont 500 et quelques mille. Voilà les grands axes. D'accord. En dehors de ça, je ne vois pas, ils sont disséminés un peu partout en Guinée. Bien. Nous pouvons les stigmatiser, nous pouvons les retrouver. Mais, encore une fois, nous n'avons pas le droit de les éliminer de la base neuronale. Voilà. Donc, si c'est pour cette raison que l'OIF, ou comme vous l'avez dit, la mission politique de l'OIF a fait ce communiqué, c'est que ce n'est pas valable, cela ne peut pas être discrédité sur le reste du processus. Je pense que c'est loin de discréditer. En ce qui me concerne, ça me fait poser des questions. Des questions. Des questions, oui. Parce que j'ai vu qu'on mettait en doute un certain nombre de pays, d'élections dans certains pays, et sur la base de tel naïvement on ne croyait. C'est quand ça vient devant ta porte que tu te rends compte. Je ne crois plus à ces choses-là. C'est-à-dire à ces missions. Je pense que ce communiqué a été fait par des gens qui n'ont ni travaillé sur la Guinée, qui ne connaissent pas la Guinée, qui ne connaissent pas le fichier guinéen et qui n'ont fait aucun travail là-dessus. La preuve est là. Ils disent qu'il y a eu remise officielle. Du rapport. Ceux qui ont travaillé en Guinée savent qu'il n'y a pas eu remise officielle. Bien. Donc, comme on le dit couramment, il y a anguille sous roche, c'est ça. Bon, c'est pas mon terme, mais moi je ne les crois pas. Bien. Et si on pouvait continuer un tout petit peu en parlant toujours de génération de cartes, j'ai parlé du cas Jean-Marie, mais il y a des citoyens qui disaient qu'ils ont eu à eux seuls 5 cartes d'électeurs, d'autres 10 cartes, oui. Et d'autres disent que moi je ne suis pas passé devant la machine, mais on m'a envoyé à la maison. Qu'est-ce que vous dites de ces cas-là? Écoutez, c'est des erreurs d'imprimerie et des fautes de conditionnement. D'accord. Quand vous devez imprimer plus de 8 millions de cartes, parce qu'il y a des cartes qui sont déchirées, il faut reprendre, il y a toujours, les machines reprennent certaines impressions. Donc ces impressions-là, ce n'est pas des doublons en fait. D'accord. C'est des réimpressions. Ce n'est pas des doublons. Ce n'est pas des doublons, c'est des réimpressions. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de doublons dans notre base. Je vous dis que la multitude des cartes que vous voyez par-ci par-là, c'est des problèmes d'impression, mais aussi des problèmes de conditionnement. D'accord. Nous n'avons pas eu suffisamment de temps de conditionner ces cartes, parce que c'est dans le conditionnement qu'on élimine un certain nombre de cartes. Quand il y a surplus de cartes, ou quand il y a des défauts sur les cartes, on les élimine, on les réimprime, ou quand les cartes sortent de la machine déchirée, on les reprend. Et ça, c'est la faute des opérateurs avec qui vous avez contracté? Non, globalement, c'est la faute du système. D'accord. Ça, c'est la faute du système, parce que tout le monde aurait dû s'y mettre. Mais je voulais revenir sur un sujet. Malheureusement, la majeure partie de nos dirigeants, que ce soit de la mouvance, que ce soit de l'opposition, se base aujourd'hui sur des chiffres erronés pour juger les chiffres de la CENI. Je vous assure que la meilleure base de données de la Guinée est détenue par la CENI. Les 7 millions et quelques électeurs reflètent réellement la base électorale de notre pays. Et ça, le président de l'UFDG, chef de file de l'opposition, n'y croit pas. J'étais avec lui hier. Je vous prie de ne pas interpréter les propos je vais juste revenir. du chef de file de l'opposition ou de qui que ce soit. D'accord, je ne vais pas personnaliser. Ce que je vais vous dire. Je vais pas personnaliser, mais justement, il y a cette version qui dit que
ça fait quelque chose de quoi? De 60% ou 70%. Mais c'est complètement erroné. De la population. De quoi? Et qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, c'est 34%. Je veux parler de la Côte d'Ivoire parce que je connais bien le fichier électoral ivoirien. De la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont 23 millions d'habitants. Il y a combien dans leur base de données? 5 millions et quelques. D'électeurs. D'électeurs. Appliquez vos 43% sur les 23 millions, si ça va donner 5 millions. Il y a un problème. Tout le monde sait qu'il y a un problème. En Guinée, le recensement général de la population a eu lieu. Vous vous rappelez très Par bien... l'Institut national des statistiques. Vous vous rappelez très bien que ces recensements ont été contestés. Par qui? Qui les a contestés à l'époque? Les opposants. Pourquoi? Parce que ça ne reflétait pas réellement le nombre de Guinéens vivant en Guinée et à l'extérieur du pays. C'est ça la vérité. On nous a dit le taux d'accroissement des Guinéens est de 3,7%. En moyenne, 3,2%. Calculé depuis 2014 à nos jours. Combien d'années déjà? Un accroissement, 6 ans. 6 ans. Un accroissement de 3,2. Et n'oubliez pas que notre fichier avec lequel nous avons fait l'élection présidentielle était de 6 42 000 électeurs. En 2015. En 2015. Déjà. Donc, nous avons un accroissement d'1 million 300 et quelques mille. On trouve que c'est exorbitant. Vous pensez que c'est réel? C'est réel. Je dis, vous pensez que c'est réel? Ils n'ont qu'à prendre toutes sortes d'instituts de recensement. Je vous assure que les 7 700 000 électeurs reflètent réellement la population majeure de notre pays. Voilà. Ça, c'est effectivement... À quelques pourcentages près. Donc ça veut dire que les chiffres de l'INS sont à mettre à cause en Non, les chiffres avancés par les commentateurs se basent sur des chiffres erronés. Les 12 millions de Guinéens. Nous n'avons jamais quitté 12 millions. Depuis que moi je suis à la fac, on parle de 10 millions de Guinéens. Ça fait 30 ans. Quand même. Bien. Ça fait plus de 30 ans que moi j'ai quitté les bancs. On me dit toujours que nous sommes 12 millions. Quand même. Donc, mais quand on, par exemple, on parle aussi de l'âge. On oublie que la démographie est une science exacte. C'est une science. Effectivement, il y en a qui parlent de l'âge aussi. C'est-à-dire que quand on dit que les jeunes qui ont l'âge de voter, c'est-à-dire que 18 ans sont combien de pourcents de la population, et trouver que, en fait, on a plus de personnes qui ont l'âge de voter, alors que la majorité des jeunes n'ont pas l'âge de voter. Alors que notre population est jeune, par contre. Voilà, c'est ça. C'est ce que je vous dis. Si vous vous basez sur les 12 millions annoncés par chacun de ceux qui commentent aujourd'hui, qui avaient contesté à l'époque ces chiffres-là, parce que tous les politiques de tous les bords avaient contesté ça, les 12 millions. Le recensement général. Le recensement général. Aujourd'hui, ils reviennent sur ça, sous les aisselles, pour contester les chiffres de la CENI. Demain, ça va être le tour de qui, je ne sais pas. Mais je vous dis, en âme et conscience, on a pu laisser par-ci, par-là des personnes qui ne sont pas de légion, qui ne sont pas nombreux. On a peut-être quelques personnes... Il y a des marges d'erreur. Des marges d'erreur. Mais fondamentalement, les chiffres de 7 700 000 électeurs. Et je suis convaincu qu'aussi les Guinéens ont dépassé les 15 millions. De personnes. Si on faisait un bon recensement général. Un bon recensement général de la population nous donnerait entre 15 et 16 millions d'habitants. Bien, bien. Et évidemment, pourquoi pas avoir une sorte de confrontation scientifique, des données sur tout ça, c'est bien possible. Là, on va parler finalement d'autres actualités. N'est-ce pas, vous avez parlé du fait qu'on a distribué les cartes, on est en train de les distribuer. Vous avez acheminé les cartes à l'extérieur du pays. On a vu qu'il y a certaines ambassades qui ont été attaquées entre-temps, la Sierra Leone, on parle de Londres. Paris, je crois, il y a eu un peu de remous. Est-ce que toutes ces actions-là vont porter un coup au processus? Quand on parle de la Sierra Leone, par exemple, tout a été mis à sac de ce côté. En Gambie aussi, je crois, si je ne me trompe. En Gambie, oui. En Gambie. Bon, je n'ai pas tous les rapports sur ces événements-là. Je sais pour la Sierra Leone, je sais pour l'Angleterre, en partie. Bon, nous allons nous retrouver pour décider qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que
ce n'est pas que la carte qui fait voter. Maintenant, s'il s'agit d'utiliser la violence pour empêcher le vote, ça, nous jugerons au cas par cas. Les pays autres peuvent interdire, comme le cas de l'Angola, le cas du Sénégal, qu'il n'y ait pas de vote. S'il y a suffisamment de violence. J'ai entendu dire qu'une personne était décédée en Sierra Leone. Je ne sais pas si ça a un lien avec tout ce qui s'est passé à l'ambassade. Mais nous attendons les rapports des ambassades pour pouvoir décider ensemble de ce qu'il faut faire. Parce qu'il ne faut pas aller exposer nos compatriotes à des violences inutiles. Donc dans ces cas-là, si les violences sont avérées, nous demanderons à ce qu'il n'y ait pas de vote dans ces zones-là. Maintenant, si nos pays hôtes peuvent sécuriser les lieux de vote pour que les Guinéens qui veulent voter puissent accomplir leur devoir, pourquoi pas? Alors, pratiquement sur le terrain, n'est-ce pas, avec toutes les menaces, ça c'est l'opposition l'a dit, le FNDC l'a dit clairement, ils vont empêcher le scrutin. Maintenant, en termes de remontée des données, habituellement on sait que les gens envoient, par exemple dans les villages, il faut les embarquer pour les remonter dans les zones urbaines jusqu'à la centralisation. Vu les menaces, que certains se fassent intercepter entre deux villages ou deux villes, je ne sais pas, comment vous allez faire, n'est-ce pas, pour ne pas que les données soient perdues? Vous savez, quand vous êtes dans de telles situations, vous ne donnez pas pour toutes vos stratégies. D'accord. Donc, mais je vous dirais que les résultats des votes des Guinéens seront centralisés, totalisés et annoncés. Moi, je ne suis pas sur le terrain politique. Je ne suis pas un officier supérieur sur le terrain sécuritaire. Mais je suis l'organisateur des élections jusqu'à ce que la loi me dise arrête. Bien. Donc ces résultats-là vont parvenir aux Guinéens dès que possible. C'est-à-dire que la loi nous accorde 72 heures après la réception du dernier procès verbal. Je m'organiserai légalement à annoncer ces résultats-là dans ce timing. Et donc, ça c'est l'avant-dernière question, c'est si jamais les deux parties, on ne sait pas s'ils s'entendent, comme vous l'avez dit, sauf s'il y a phénomène extérieur à la CENI, on pourrait arrêter le processus ou changer telle chose. S'ils s'arrivaient à s'entendre, est-ce que vous êtes dans la prédisposition d'adapter le processus aux ententes politiques ou est-ce que tout est parti? Si la loi le décide ainsi, si la loi le décide ainsi, on ne m'imposera pas de n'importe quoi qui violerait la loi. Bien. En ce moment, ce ne serait pas moi qui organiserai. Bien. Et puis, par rapport aux subventions des partis politiques, c'est aussi un débat qui se fait, c'est vrai qu'il reste que 4 jours maintenant ou 3 jours, mais il y a des partis politiques quand même qui ont dit que s'ils n'ont pas reçu leurs subventions pour les campagnes, c'est parce que la CENI ne leur a pas donné leur argent. Est-ce que c'est votre responsabilité ou non? Non, en fait, c'est un mauvais procès. Qu'on fait à la CENI. Qu'on fait à la CENI. Si il est vrai que c'est la loi qui dit qu'on doit donner des subventions aux partis politiques candidats, ce n'est pas à la CENI de le faire, c'est au gouvernement de le faire. Souvent la CENI ne sert que comme caisse de paiement. Mais nous ne sommes pas ceux qui décaissent, ceux qui prévoient, ceux qui budgétisent ces subventions-là. D'accord. Mais nous aurions été heureux que ces partis candidats aient leurs subventions. Et c'est malheureux que jusqu'à présent ils ne les aient pas. On ne connaît pas la raison pour laquelle, mais ce n'est pas à la CENI de le payer. C'est clair, là au moins c'est clair, donc ça revient au gouvernement sûrement à travers le ministère du budget. Et puis une question de curiosité pour terminer avant votre dernier mot, il se dit qu'on ira à la présidentielle avec le même fichier à l'État sans autre recensement, vrai ou faux, ou est-ce que c'est possible dans l'intervalle? Aucune autre révision de liste n'est prévue pour le moment. D'accord. Mais des réajustements, suite par exemple au rapport de l'audit de l'OIF, je reviens là-dessus encore, des ajustements sont prévus. D'accord. Effectivement, ce qu'ils disent dans leur communiqué était dans les recommandations, mais exprimé d'une autre façon. Parce que les techniciens ont dit qu'il faudrait voir dans quelle mesure on peut améliorer ce fichier et consolider. Le découpage administratif actuel nous a posé beaucoup de problèmes. Il faut l'améliorer. Le découpage électoral dépend du découpage administratif.
le découpage administratif nous a causé beaucoup de problèmes. Il faut l'améliorer. Il y a un certain nombre de questions techniques comme ça qu'il faudrait améliorer avant. Mais pas de révision des listes l'année du scrutin. D'accord. Ça, en 2020, le recensement, la révision qui a été faite pour l'ensemble des scrutins devant se dérouler en 2020. Oui. Voilà. Il faut donc rappeler que la présidentielle devra se tenir en fin de cette année, ce qui veut dire que c'est sur la base de ce fichier-là, à part les réajustements dont il a parlé, qui vont être opérés. Dernier mot, à l'endroit de tous ceux qui vous regardent, dans un scrutin et un climat de tension, de pression qui vous accable, vous, à la CENI, quel mot de rassurance aux citoyens? Je rassure les uns et les autres que la CENI jouera son rôle jusqu'au bout. Au début de ce processus, je l'avais annoncé. Pendant que nos amis de l'opposition ou ceux qui se réclament comme tels se sont retirés, j'avais annoncé que ce processus, je le mènerai jusqu'au bout, sauf situation extérieure à la CENI qui viendrait m'en empêcher. Ou si la loi dispose autrement. Si une décision de la Cour constitutionnelle me demande d'arrêter le processus, là, c'est la loi qui me le demande. C'est une personne compétente qui me le demande. Mais que les Guinéens soient rassurés que ce processus-là, on le mènerait jusqu'au bout. Et les résultats seront annoncés dès qu'on les aura, soit partiellement, soit totalement, de façon provisoire. Voilà. Merci une fois encore, Monsieur le Président. Je pense que ça n'est tout pour aujourd'hui. On aura l'occasion sans doute de revenir et de reparler du processus après. Merci. Merci. À très bientôt. Merci bien. À vous, c'est tout pour ce numéro de Café Débat. Merci de votre attention et à demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.